Chapitre 2. La Reka des airs et la Reka des mers. Il ne fallut pas longtemps aux deux familles pour préparer le départ. Une brume fine traînait sur les toits, comme si la poussière du séisme avait décidé de rester. Les répliques étaient moins fortes, mais toujours là, brèves, nerveuses, assez pour faire tomber un macroute, que Dieu nous le protège. Dans les rues, les gens chuchotaient, c'était vraiment angoissant. On n'entendait presque plus les oiseaux, ou alors ils étaient tous partis. Amine, qui s'écrie Amine, la lettre de points en bas formant le I qui nous manquait pour écrire son nom. Nous disions. Amine marchait devant, un sac sur l'épaule, suivi de son baba, son papa, de sa maman, de ses 4 frères et de sa tante qui portait avec beaucoup de précaution un grand panier couvert d'un torchon à fleurs, comme si c'était un trésor. On va directement au port de l'Beb de la mer, la porte de la mer, dit le père d'une voix sûre. On ne traîne pas. Le quartier se vidait par vagues. La radio incitait le public à ne pas retourner dans les maisons, une réplique étant proche. Sur le trottoir opposé, un voisin tirait une valise dont la roue ne tournait plus. Un homme attachait 2 poules à l'intérieur d'un carton. Un enfant marchait en tongs, un oreiller sous le bras comme si c'était un doudou. Des informations, voire des rumeurs passaient de bouche à oreille. La route du sud, c'est bouché. La Reka sous-marine, il faut prendre la route et le tunnel, mais c'est aussi bouché. La Reka des serres, c'est cher, mais ça vole encore. Ça va aller, murmura la mère, plus pour elle que pour les autres. La tante hocha la tête et resserra le torchon sur le panier. Tant qu'on est ensemble, on tient. Ils prirent une grande avenue qui descendait vers la mer. À mesure qu'ils approchaient, l'air se chargeait d'odeurs. Mazout, sel, algues, friture. Les premières coques apparaissaient déjà entre 2 entrepôts. On dirait des taux de baleine, souffla Amine. On dirait surtout qu'on n'est pas seul, répondit Abdallah. Un grand panneau tout écaillé finit par surgir, tordu par le vent et le sel. Port, Bab de la mer. Porte de la mer. Il avait quelque chose de solennel et de fatigué, comme une pancarte qui avait beaucoup vécu et qui avait besoin de lunettes. Yallah, dit le père, on y est. Le port bruissait comme une ruche. Entre les piles de filets, des casiers, des pneus pendus au quai, les familles circulaient en désordre. Des voix fusaient. 15 places. Doucement, il y a des enfants. Moteur, ok. On ne surcharge pas. J'ai de l'eau qui échange. Là-bas, dit Abdallah. C'est lui, Ammi, mon oncle. Un homme grand, plus bronzé que les autres membres de la famille, moustache poivre et sel, surgit d'entre 2 coques. Il portait un bonnet roulé et une veste trop large, et il avait dans les yeux une lumière qui vous mettait immédiatement du côté de la mer. « Mon frère !» s'écria le père en ouvrant les bras. Ils s'étreignirent longuement, comme si l'embrassade devait les protéger du reste. Puis il posa les mains sur les épaules d'Amine, puis Abdallah, puis des 2 autres frères, l'un après l'autre, qui le saluaient chacun d'un « Salam Ammi !»« Salut mon oncle !» avant de saluer sa sœur Ahlam. « Vous allez monter avec moi. On file droit, on ne discute pas. » La tante Ahlam, formelle, tendit son panier. « J'ai apporté des macroutes. On mangera tranquillement autour d'un thé, Inch'Allah, une fois à la Reka marine. » L'oncle éclata de rire. « Ah, Ahlam, ma sœur était merveilleux macroute. » Il les amena à son bateau, un vieux bateau de pêche, peint d'un bleu couleur ciel, rebouché de partout, mais solide comme un dos de mulet. Le nom était écrit à la main, sur la poupe, en lettres blanches délavées. Nasr, aigle. 3 lettres seulement, mais chacune avait l'air de vouloir s'envoler. Le Noun, N, commençait par un petit sourire, avec son grain de beauté par-dessus. Puis venait le S, Sin, qui glissait comme un serpent. Enfin, le Ra, le R enroulé. Une simple courbe descendante, douce et fière, comme un bec d'oiseau. Ensemble, elles formaient Nasr, l'aigle. Amine leva les yeux vers le nom et eut un petit sourire. Nasr, l'aigle, murmura-t-il. Vu son état, il volera peut-être, mais au fond de l'eau. Sa tante répliqua en riant. Chut, malheureux, ne te moque pas. Il nous portera peut-être plus haut que ce que tu ne crois.
C'est un nom qui porte bonheur, commenta l'oncle. Il faut être patient et voler sur la mer pour qu'elle te laisse passer. Pardon, Aramis, pardon, mon oncle. Je ne voulais pas me moquer, répondit honteusement Amine. On embarqua. Le pont sentait le poisson et l'essence. Un marin raccrochait des pneus le long du bord pour amortir les chocs. Un autre sanglait des jerrycans d'eau. Pas plus de 10 passagers, rappela l'oncle. Je ne discute pas avec la mer. 10, pas 11. Le père compta, ils étaient 8. 2 femmes âgées se tenaient immobiles près de la passerelle. Elles patientaient, disant par leur présence leur demande et prêtes à renoncer si on leur disait non. La tante s'approcha d'elle et souleva le torchon. Venez avec nous si vous voulez. Mangez d'abord, on parlera après. Les 2 femmes montèrent, chacune avec un petit sac pressé contre le ventre. L'oncle fit un signe de tête. 10, c'était plein. On part à petite vitesse, annonça-t-il. On garde une marge. Là-bas, devant, c'est un goulot. Et pas qu'un peu. Le moteur toussa une première fois, puis une seconde. Puis il se lança, lent mais ferme, comme s'il avait une dignité à tenir. Le bateau se dégagea du quai. Tout autour, des dizaines d'autres embarcations avançaient, hésitaient, reculaient, s'injuriaient, cédaient, se frôlaient, se heurtaient parfois, puis s'éloignaient comme des poissons maladroits. Rami, mon oncle, Rami, on peut s'asseoir où demanda Amine. Là, près des cordages. Et si jamais tu te sens mal, regarde l'horizon, pas tes chaussures. Le secret, c'est l'horizon. La tante Ahlem installa tout le monde, distribuait de l'eau, puis, comme si le rituel l'obligeait, posa un macroute dans la main d'Amine et des autres. Le port s'éloignait. On ne distinguait plus que les masses des entrepôts et des grues qui prenaient une couleur laiteuse dans le matin. Ça va aller, dit doucement l'oncle, sans s'adresser à quelqu'un en particulier. Ça va aller. En parallèle, à des kilomètres de là, Jamal sortait la valise par l'escalier de l'immeuble familial, sous la surveillance ultra attentive de sa mère. Descends doucement. Doucement, s'il te plaît. Maman, je descends doucement. Oui, mais doucement en vrai, pas doucement en mots. Le grand frère referma le bab, la porte. Derrière eux, avec un geste net, des hommes qui ont déjà décidé. Le cousin venait derrière, les bras chargés de sacs comme un sapin de Noël d'urgence. Dans la rue, une voiture les attendait, le moteur ronronnant déjà. La tante cria du trottoir d'en face. « N'oubliez pas vos papiers !» On les a. Et de l'eau. On en a. Et un peu de courage. On va en trouver sur la route de Matar, de l'aéroport. Ils montèrent tous dans la même voiture. Le papa, conduisait. La maman sur le siège passager et tous les autres derrière. Ils roulèrent. La ville leur paraissait plus petite et plus chaotique que d'habitude. Même les rues parfois penchées, comme si elles avaient glissé. Parsemées de débris. Par endroits, des fissures couraient le long du bitume, fines, infimes, mais inquiétantes. Les ronds-points étaient encombrés de voitures qui voulaient toutes être prioritaires en même temps. La mère priait bas, puis se reprenait, puis vérifiait les billets imprimés. Le grand frère gardait son calme en façade, mais 2 veines battaient au cou. « On arrive, dit-il. Al-Matar, l'aéroport, c'est juste au bout. Une fois dedans, on respire. » On respirera quand on sera assis, corrigea la mère, en tenant sa ceinture. Une petite secousse secoua la voiture. La mère agrippa la poignée au-dessus de la vitre. « C'était quoi ?»« Une réplique, répondit le cousin. Une petite. » Ils arrivèrent finalement sur la grande allée qui menait à Al-Matar, à l'aéroport. Des voitures abandonnées restaient en biais, parfois le coffre laissé ouvert. Des familles coupaient à pied à travers un petit terrain vague pour gagner du temps. La façade vitrée de Al-Matar, de l'aéroport, étincelait sous le soleil de midi, avec cet air de promesse des lieux qui servent à partir. « On se serre, dit le frère, on reste groupés, on ne perd personne. » Le hall de Al-Matar, de l'aéroport, était plein à craquer. Naissent debout, des gens debout. Naissent debout, assis, couchés, sur des valises. Des affiches clignotaient entre maintenu,
retardé, en attente. Les haut-parleurs demandaient poliment de garder son calme à Ness, qui n'en avait déjà plus, à des gens qui n'en avaient déjà plus. L'Areka désert, souffla le cousin, c'est par là. Ils se frayèrent un chemin. Une dame avec un chignon serré les devança en poussant un chariot avec une détermination digne d'un tank. Un homme discutait avec un agent, très fort, en anglais, comme si la langue changeait la réalité. Deux enfants se disputaient une poussette en plastique. « Doucement, les enfants, dit leur mère en passant. Il y en aura pour tout le monde. » Ils trouvèrent le comptoir de leur compagnie. La file n'avait pas de fin. Le grand frère souffla. « On tient. On se relaie, mais on tient. » Le temps, à partir de là, s'étira. On avançait de 3 pas. On attendait 10 minutes. On avançait de 2. On en attendait 20. Parfois, on n'avançait pas du tout. Et cela semblait normal, ce qui était le plus étrange. « Frère, tu crois que si j'avais demandé un certificat médical pour ne pas porter les valises, on serait passé plus vite ?» Le poussant gentiment. « T'es bête. » La mère eut un sourire, puis redevint sérieuse aussitôt. « Les billets sont valables, hein, c'est sûr ?»« Oui, maman, valables. Et pas trop cher pour rien ? Ils sont chers pour quelque chose, juste l'espoir. » Au bout d'un long moment, ils arrivèrent enfin au comptoir. Les billets furent scannés, les sacs étiquetés, tout prit une allure de victoire. « C'est bon, c'est bon !»« C'est bon, dit l'agent d'une voix trop égale pour les circonstances. Porte 23, embarquement dans 30 minutes. Jamal eut envie d'applaudir. Il ne le fit pas. Il regarda sa mère, elle avait les yeux brillants. « On va y arriver, dit-il. »« Oui, répondit-elle, en remettant un foulard qui glissait. On va y arriver, Inch'Allah. » Au large, le bateau, le Nasr, l'aigle, avançait prudemment. L'oncle gardait un œil sur l'horizon, l'autre sur le radar, tout cabossé qui cliquetait à intervalles réguliers. On continue tout droit, on garde notre ligne. On ne joue pas les hérons qui veulent passer au-dessus des nuages. Amine, assis près des cordages, se tenait aussi droit que possible pour ne pas avoir le mal de mer. Ami a dit, mon oncle a dit, l'horizon, toujours l'horizon, se répétait Amine. À côté de lui, une des femmes âgées tricotait, oui, tricotait, de petits carrés de laine, comme si ce geste pouvait tenir la mer ensemble. « Vous n'avez pas mal au cœur ?» demanda Amine. « Quand j'étais jeune, j'ai connu les traversées en hiver, » répondit-elle, sans lever les yeux. « Depuis, la mer m'appartient un peu. Elle me laisse tranquille quand je suis poli. » Puis ils avançaient. Plus ils avançaient, plus les silhouettes de l'eau se multipliaient. Plus ils avançaient, plus les silhouettes sur l'eau se multipliaient. D'abord, il y en avait 10, puis des dizaines, puis des centaines. Des bateaux de pêche, des zodiacs gonflés à bloc, des planches bricolées avec des bidons, des embarcations qui semblaient avoir été inventées le matin même. « C'est une ville entière, souffla Amine. Une ville avant la vraie ville marine sans rue. » L'oncle ralentit. « Regarde devant. Il n'y a plus d'espace. On approche d'un entonnoir. Tout le monde veut y entrer. » À peine le moteur coupé qu'une sirène retentit, très loin, puis une autre, plus proche. Une voix métallique fut portée par le vent, déformée par les échos, mais claire. « Accostage annulé. Évacuation immédiate. Risque de tsunami. Quittez la zone. » Les mots tombèrent sur le pont comme une pluie froide. La vieille dame s'arrêta de tricoter. Le père d'Amine regarda sa femme. L'oncle ferma un instant les yeux, comme pour demander à la mère si elle avait un conseil. « Ce n'est pas possible, dit Mohammed. »« J'ai cru comprendre que l'Areka va être évacuée, dit Amine, complètement choqué. »« Ne dis pas de bêtises. Jamais ils n'évacueront l'Areka. Ils iraient où d'ailleurs ?» répondit Mohammed. « Ami. Peut-être qu'on devrait quand même essayer d'avancer, ajouta-t-il. « Passe. Stop. On ne peut pas forcer, dit l'oncle. Si on bouge au milieu de ce monde-là, on se cognera à tout et à tous. Et si une vague arrive, elle prendra les plus proches pour les jeter vers ceux qui sont plus loin. »« Mais ami, insista Mohammed, passe. J'ai dit non. »« Alors, demanda le père. Un drone approchait répétant les mêmes messages en boucle. « Tous les accostages sont annulés. Évacuez la zone immédiatement. Risque majeur de tsunami. » Alors on se retire proprement. On garde la force et on réfléchit, dit l'oncle. Le bateau, Nasr, commença une lente machine arrière. « On va rentrer au port, dit l'oncle.
au père d'Amin. À Al-Matar, à l'aéroport. Les contrôles passés, la famille de Jamal arriva enfin à porte 23. L'air y était plus frais, la lumière plus douce. Des vitres immenses donnaient sur le tarmac où des tayyara, des avions, immobiles, attendaient comme des animaux au repos. Dans cette salle, les voix étaient plus basses, les regards plus lointains. « On s'assoit, dit le grand frère, on économise nos nerfs. » Jamal colla le front contre la vitre. On voyait des hommes en gilet fluo faire de grands gestes. Un camion-citerne passait avec lenteur. Un escalier mobile attendait près d'une bab, près d'une porte de tayyara, près d'une porte d'avion, près d'une bab de tayyara, comme un insecte plié. « J'ai l'impression qu'on est déjà un peu en haut, murmura-t-il. « On est assis, rectifia la mère, c'est déjà ça. » Une annonce retentit. « Embarquement du vol L8203 à destination de... » Le nom s'évanouit dans un grésillement. Ness, les gens, se levèrent tous en même temps. Un agent leva la main. « Non, pas nous, dit le cousin. C'est le beb d'à côté. C'est la porte d'à côté. »« Ah, fit la mère en se rasseyant. J'avais déjà le cœur dehors. » Le temps ici n'était plus le même que dans le hall. Il était épais, caoutchouteux mais supportable. On pouvait respirer. Jamal s'autorisa un sourire. « Je te parie un couscous que je dors dans le tiara avant le décollage. » Dans l'avion avant le décollage. « Tu dors même avant le roulement des valises, dit le grand frère. »« On parie autre chose ?»« On parie que tu vas perdre ta carte d'embarquement avant même de monter dans le tiara. » Avant même de monter dans l'avion. Jamal baissa les yeux. « Elle est où ?»« Je plaisante, dit le frère en la sortant de sa propre poche. Elle est tombée quand tu as éternué. » Une hôtesse apparut enfin au micro. Elle avait un sourire professionnel qui avait dû être sincère un jour, et qu'elle portait maintenant comme une responsabilité. « Mesdames et messieurs, nous allons procéder à l'embarquement du vol à destination de l'Areka Désert. Nous vous prions de préparer vos documents et de suivre les instructions de l'équipe au sol. » La mère eut un sourire qui ressemblait à un merci. Le grand frère se leva d'un bond, comme un soldat qu'on appelle. Les cousins serrèrent leurs sangles. « On respire, dit-il, on reste groupés. On se parle, on ne s'énerve pas. On fait ce qu'il faut et on monte. » Ils avancèrent dans la file. Les papiers furent scannés, les regards s'échangèrent, les bonjours et merci furent chuchotés. On passa une porte, puis un couloir, puis un escalier, qui donnait directement sur le tarmac. L'air y sentait la chaleur du bitume et une odeur de carburant qui piquait les yeux. « On y est, dit Jamal, plus pour lui-même que pour les autres. On y est. » On monta les marches de l'escalier mobile. Un steward les accueillit, particulièrement poli. « Bienvenue à bord. Rangée 22, à votre gauche. » Jamal posa sa main sur le dossier du premier siège comme pour vérifier qu'il était vrai. Il jeta un coup d'œil par le hublot en passant. On voyait les ailes, des hommes en chasuble, et le bout d'une piste qui n'en finissait pas. « Je veux côté hublot, souffla-t-il. « Tu prends côté ceinture, corrigea la mère. Assieds-toi, attache-toi, on est dans un tayyara, on est dans un avion. » Ils atteignirent leur rangée. Les valises cabines furent calées, les ceintures cherchées du bout des doigts. Les regards s'apaisèrent un peu. Le bourdonnement de la clim fit comme un voile sur le tumulte intérieur. Jamal s'affaissa sur son siège. Les accoudoirs lui semblaient être les bras de quelqu'un de très calme. « On y est, répéta-t-il en fermant les yeux. El Tayyara, l'avion, El Tayyara vibra très légèrement quand on referma le bab, la porte. Des passagers chuchotaient. Certains prenaient déjà des selfies avec des sourires fatigués. Jamal ajusta sa ceinture, ferma un instant les yeux. Il se voyait déjà au-dessus des nuages, loin des fissures, loin du vacarme. Une première annonce interne grésilla, sèche, administrative. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous attendons l'autorisation de roulage. Décollage prévu dans 15 minutes. » Un murmure soulagé parcourut la cabine. La mère tapota la main de Jamal. « Alhamdoulilah, on y est presque. » 5 minutes passèrent, puis 10. Les moteurs ronronnaient toujours, au ralenti. Par le hublot, on vit un véhicule de piste s'arrêter près du train avant. Puis un agent montait à bord de l'Tayyara, à bord de l'avion, avec un classeur bleu. Nouvelle annonce, plus hésitante. « Mesdames et messieurs, nous venons de recevoir une information opérationnelle de dernière minute. Merci de rester assis et attachés. » On aurait pu entendre tomber une clé de ceinture. Le grand frère regarda Jamal. Jamal regarda le sol. La mère commença à égrener des invocations à voix très basse. Le commandant revint, la voix pesée, mais on sentait la tension
passer par-dessus les mots polis. Mesdames et messieurs, pour des raisons indépendantes de notre volonté, l'ARECA des airs suspend tous ses vols entrants jusqu'à nouvel ordre. Une évacuation partielle de l'ARECA marine est en cours et les autorités redirigent prioritairement l'espace aérien et les capacités d'accueil vers les convois d'urgence. Pour la sécurité des citoyens et des réfugiés déjà présents, les arrivées civiles sont temporairement annulées. Une vague d'exclamations roula de l'avant vers l'arrière. Quoi ? C'est une blague ? Ça veut dire quoi exactement ? J'ai payé, moi ! On ne peut pas rester ici ! Un bébé se mit à pleurer. Une dame se leva, aussitôt rappelée par une hôtesse. Madame, asseyez-vous, s'il vous plaît. Le commandant poursuivit. Nous sommes désolés. Le vol est annulé. Nous allons revenir au point d'embarquement. Vous serez débarqué du Teyara, de l'avion, par la passerelle. Merci de rester calme et d'attendre les instructions du personnel de cabine. Le mot annulé resta suspendu dans l'air comme une vitre invisible. Jamal sentit son estomac se serrer. Sa mère ferma les yeux une seconde puis souffla. Khair. Khair. Bien. Inch'Allah. Que ce soit un bien, si Dieu le veut. Khair, Inch'Allah. Les passagers se mirent à parler tous en même temps. Colère, plainte, supplication. Rendez-nous l'argent! J'ai ma mère là-bas, j'ai ma mère malade là-bas. Au moins, repartez avec nous ailleurs. Les hôtesses tentaient de calmer. Ramassaient des sacs qu'ils glissaient. Répétaient les mêmes phrases avec patience. El Beb s'ouvrit. L'escalier monta. On commença à débarquer rangée par rangée. Dans le couloir étroit, chacun reprenait ses sacs cabine avec des gestes un peu brusques, comme si attraper une poignée était déjà à reprendre prise sur la vie. Ils sortirent un par un du Teyara sur le tarmac. Ils sortirent un par un de l'avion sur le tarmac. La chaleur et l'odeur du kérosène frappèrent les visages. Un bus de Matar attendait. Un bus d'aéroport attendait. Portes ouvertes et avala la première vague de passagers. Jamal aidait sa mère à descendre les marches. Elle avait le visage pâle mais la voix claire. On reste groupés. Passe. On ne se disperse pas. Le bus les déposa près d'une porte de service. Un couloir gris, des néons, des affiches arrachées. On remonta vers la salle de livraison de bagages. Sur les écrans, des colonnes de vol. Annulées, annulées, annulées. La foule gonflait, nerveuse, tendue comme une corde. Le tapis se mit en route d'un coup. Des valises surgissaient, cognant les unes contre les autres. Les gens se jetaient presque sur la sangle, par peur de rater leur tour de chance. La mère serra le bras de Jamal. Chacun un sac. On respire, on regarde, on prend, on s'écarte. L'une après l'autre, leurs valises réapparurent, reconnaissables à des rubans bordeaux. Le grand frère les attrapait, les posait au sol avec des gestes nets. Un instant, tout le monde bouscula tout le monde, puis le flux retomba. On a tout demanda la mère. Tout, répondit le grand frère. Ils s'écartèrent des tapis roulants, se frayèrent une trouée vers une sortie latérale. Dans le hall, c'était maintenant un brouillard de voix. Rumeurs, pleurs, appels, téléphones qui filmaient, agents dépassés. Des annonces passaient en boucle, mécaniques, presque irréelles. Informations aux passagers. Suite à la mise en sécurité de l'ARECA marine et à la priorisation des convois d'évacuation, toutes les arrivées civiles vers l'ARECA des airs sont suspendues. Tous les vols annulés en direction de l'ARECA des airs seront intégralement remboursés sous 8 jours. Nous vous invitons à regagner un lieu sûr et à suivre les consignes officielles. Merci de votre compréhension. Compréhension, grommela un homme. Au moins on n'a pas perdu nos sous. Jamal baissa la tête. Son regard croisa celui d'un petit garçon assis sur sa valise, les yeux grands ouverts. Il lui fit un sourire. Jamal baissa la tête. Son regard croisa celui d'un petit garçon assis sur sa valise, les yeux grands ouverts. Il lui fit un sourire. Le garçon leva la main comme à l'école. La mère de Jamal s'arrêta, se retourna vers les siens. Sa voix n'était ni dure ni douce. Elle tranchait. « Écoutez-moi. » Ils se turent tous, même les cousins. On a essayé. On a fait ce qu'il fallait. Maintenant, on quitte le Matar, on quitte l'aéroport, et on rentre chez nous. On range, on mange un peu, on dort dans le jardin. Demain, on avisera. On suivra la radio, on verra pour la route, pour la mer, pour rien s'il le faut. Mais pas ici. Ici, on s'égare, on se perd, on s'abîme. Baisse. Le grand frère hocha la tête immédiatement.
D'accord, on bouge. Un dernier regard vers les écrans. Annulé, annulé, annulé. Puis ils se mirent en marche, en file serré, valise trottinant derrière eux. Jamal, au milieu, se retourna une seconde vers la baie vitrée. Sur le tarmac, des tayyaras immobiles, des avions immobiles, prenaient la lumière comme des poissons géants figés sous l'eau. Son téléphone vibra. Un message d'Amine. Le bateau rentre au port. La réca marine évacuée. On réfléchit. Jamal tapota vite, pendant qu'ils avançaient. Tayyara annulé. Avion annulé. Baisse. On rentre aussi. On se tient au jus. Yallah, dit la mère, en poussant doucement. Elle bab automatique qui s'ouvrit sur l'air chaud de l'après-midi. On rentre. Dans la cohue, dehors, la famille retrouva son souffle. La ville était la même, fissurée, nerveuse, mais leurs pas avaient retrouvé une direction. Ils n'iraient pas au ciel aujourd'hui. Ils rentreraient à la terre, ensemble, pour la nuit qui venait.